Mon nom est Diane Lamoureux. Je suis membre du conseil d'administration de la Ligue des droits et libertés et une des co-commissaires de cette exposition qui nous entoure. Je vous remercie d'être là et je remercie évidemment le musée pour son accueil. Je voudrais commencer par une déclaration de reconnaissance territoriale. Dans son travail de promotion et de défense des droits humains pour tous et toutes, la Ligue des droits et libertés considère qu'il est essentiel de sensibiliser les populations allochtones aux enjeux liés au racisme et au colonialisme et d'être solidaire avec les peuples autochtones dans leur lutte pour leur droit à l'autodétermination. C'est pourquoi nous tenons à reconnaître que nous sommes ici en territoire autochtone non cédé. Ce territoire, nommé Tiohtià:ke, Montréal, est historiquement connu comme un lieu de vie et de rassemblement pour plusieurs peuples autochtones, notamment la nation Kanien'kehá:ka. Je m'excuse si je prononce mal. Et une population autochtone diversifiée qui y habite également aujourd'hui. Nous honorons, respectons et reconnaissons ces nations qui n'ont jamais cédé leurs droits ni leur autorité souveraine sur les terres et les eaux sur lesquelles nous nous réunissons. Alors que si je vais vous expliquer le déroulement prévu pour la soirée, on va d'abord avoir des interventions de 5 personnes. Le temps est limité à 15 minutes, ce qui laissera normalement de l'espace pour des commentaires ou questions venant de la salle. Et il y a un micro qui va circuler pour vos questions et commentaires. La raison pour laquelle il faut parler au micro, c'est qu'il y a une captation vidéo et sonore de l'événement pour un montage éventuel pour la Ligue des droits et libertés. Si vous ne tenez pas à être identifié, vous ne dites pas votre nom quand vous intervenez et vous tournez le dos à la caméra. Comme ça, vous pourrez intervenir en préservant votre anonymat si c'est ce que vous voulez faire. Bon. Alors, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est que, alors qu'on vit dans une société qui tend à privilégier les valeurs d'une majorité trop souvent réduite au silence, au détriment des droits de toutes et de tous, quelle est la signification politique du projet d'une société de droit tel que le défend la Ligue des droits et libertés depuis 60 ans? Comme en témoigne l'exposition qui sert de cadre à notre réflexion aujourd'hui. Je vous rappelle, et c'est la petite pause publicitaire, qu'il est toujours possible de soutenir la Ligue des droits et libertés en y adhérant. Il y a une table d'entrée si ce n'est pas déjà fait. Alors, comment penser les droits autrement qu'en silo, chacun dans sa lutte respective, en tenant compte de leur interdépendance et de leur indissociabilité? Par exemple, comment concevoir le droit à la santé indépendamment du droit à un logement décent, à une alimentation suffisante, à un air respirable, à l'éducation, à des services publics de qualité et accessibles, et j'en ai probablement oublié. Les questions qui guident notre réflexion aujourd'hui sont les suivantes. Comment enraciner les droits dans nos pratiques sociales? Comment élargir l'éventail des droits face aux défis auxquels nous faisons face aujourd'hui? Et comment les droits humains permettent-ils de construire des alliances et de faire converger les luttes? À partir d'ancrages militants diversifiés, chaque panéliste tentera d'apporter des réponses à ces questions-là. Tout le monde aura droit à 15 minutes. Je vais présenter les gens au fur et à mesure, comme ça vous ne vous mêlerez pas dans qui est qui. Le premier intervenant est Paul-Étienne Rainville, qui est chercheur postdoctoral au département d'histoire de l'Université de Toronto et de l'Université de Montréal. Il est spécialiste de l'histoire des droits humains au Québec.
Il est aussi membre du groupe d'histoire de Montréal et co-directeur de l'axe Immigration, conditions de vie et religion du Centre de recherche interdisciplinaire en études montréalaises. Il coordonne l'équipe interdisciplinaire de recherche Penser et agir pour la paix au Québec. Il siège sur les comités de rédaction de plusieurs revues. Il est également administrateur de la Ligue des droits et libertés et membre de son comité 60e anniversaire. Il est l'auteur d'un livre qui paraîtra bientôt, Construire la communauté montréalaise, récits, histoire et identité, apparaître aux éditions Cardinal. Merci Diane. Je vais juste installer. Alors, bonjour à toutes et à tous. Désolé pour l'écho, je vais essayer de faire en sorte que ça sonne bien. J'aimerais d'abord dire que c'est un honneur pour moi d'être entouré de toutes ces personnes qui, dans leur milieu, transforment nos sociétés. Et je commencerai par faire un petit retour historique. Le 10 décembre 1948 à Paris, Eleanor Roosevelt, qui est une des rédactrices de la Déclaration universelle, se fait demander par un journaliste si les États refusent d'adhérer au principe, qu'est-ce qui va arriver de cette déclaration-là. Et à ce moment-là, Roosevelt dit que l'idéal des droits humains va se propager dans la conscience des peuples et que ce sont les ONG et les organisations de la société civile qui vont en défendre les principes en premier lieu. Et je pense qu'au Québec, si on fait l'histoire des droits humains et de la Ligue des droits, ça se vérifie assez bien. Donc, dans ma présentation, j'ai le mandat de faire un petit historique de la Ligue, ce qui n'est pas évident, et de faire aussi une réflexion sur la notion d'interdépendance des droits et son rôle potentiel dans la construction d'un projet de société globale. Si vous vous rendez aux archives de l'Université du Québec à Montréal pour consulter le fond de la Ligue des droits, vous allez vous rendre compte qu'il y a ce qu'on appelle 20 mètres de documents textuels, c'est-à-dire que si on empile toutes les archives une sur l'autre, on se retrouve avec l'équivalent d'un immeuble d'environ 6 étages. Donc, faire l'histoire de la Ligue des droits en 7 minutes, c'est un défi assez important, d'autant que ça implique aussi beaucoup d'autres acteurs de la société civile. Une chose qui est certaine, c'est que les fondatrices de la Ligue des droits, Pierre-Éliott Trudeau, Frank Scott, Jean-Charles Harvey, Thérèse Casgrain, étaient loin probablement de se douter que la Ligue allait durer 60 ans et surtout qu'elle allait s'impliquer dans autant de dossiers différents. Parce qu'au départ, les créatrices de la Ligue ont pensé cette organisation-là comme une association de défense des libertés individuelles, c'est-à-dire de défense des libertés des personnes contre le pouvoir répressif de l'État. Cet premier engagement pour la défense des libertés civiles, c'est une des matrices de l'histoire de la Ligue des droits que vous allez voir dans dans l'exposition aussi. Et c'est un des socles aussi du projet de société défendu encore aujourd'hui par la Ligue et un des socles de l'interdépendance des droits aussi. Dans les années 70, la Ligue va prendre un virage qu'on dit social. On va souhaiter, et là je cite les membres de l'époque, désaristocratiser la Ligue pour la rapprocher en fait des syndicats, des organismes de défense des droits, des groupes communautaires. Et à l'époque, on va adopter un manifeste qui est très important dans lequel on va souhaiter se porter à la défense de ce qu'on appelle les groupes les plus défavorisés dans l'exercice de leurs droits. Donc à l'époque, les enfants, les personnes âgées, les personnes migrantes, les personnes détenues, etc., etc. Et donc, on s'écarte un peu de la notion de liberté individuelle pour défendre aussi les injustices, les inégalités systémiques qui sont vécues par des groupes marginalisés ou discriminés. Il y en a plusieurs que je n'ai pas le temps de vous nommer. On le sait, la Ligue a été un des organismes à l'origine de l'adoption de la Charte québécoise de 1975. À l'époque, son projet de Charte des droits, c'était pensé comme une loi à partir des citoyens, c'est-à-dire un projet de société qu'on présentait aux organismes dans le but, en fait, d'obtenir leur vision de ce que sont les droits humains. Le projet de Charte des droits qu'on voit ici, il a été imprimé à 500 000 exemplaires. On a fait des activités d'animation. On est allé dans les groupes pour voir comment les droits se répercutent, se vivent dans différents milieux de la société civile québécoise. D'ailleurs, à l'époque, la Ligue revendique l'inclusion de droits sociaux dans la Charte. Et si la Charte a des droits économiques sociaux aujourd'hui, c'est en grande partie sous l'impulsion de la Ligue des droits. Par contre, il faut attendre le tournant des années 80 avec les politiques néolibérales pour que la Ligue s'implique vraiment plus activement dans la défense des droits sociaux avec d'autres organismes, dont le FRAPRU d'ailleurs. Et la Ligue va faire aussi des représentations à l'ONU, au Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l'ONU, ONU qui va condamner les politiques du Canada et du Québec
les politiques néolibérales et leurs conséquences sur les violations des droits sociaux. C'est au début des années 90, dans la foulée de la déclaration et du programme d'action de Vienne de l'ONU, que la Ligue va vraiment endosser l'idée d'interdépendance des droits, qui est une idée quand même ancienne et qui, à mon avis, vient aussi des luttes, de toutes les luttes menées dans les décennies précédentes. Alors qu'on était porté à penser les droits civils, politiques, les droits économiques, sociaux comme étant des catégories séparées, relevant de logiques séparées. Maintenant, on décide que ce sont des droits qui sont égaux et qu'on doit considérer dans leur interdépendance mutuelle. Ça vient en fait de l'idée que la violation d'un droit entraîne de manière systématique des violations d'autres droits. Quel est le potentiel analytique mobilisateur de l'idée d'interdépendance? Il y en a plusieurs et mes réflexions sont à l'étape préliminaire. C'est pour ça que je suis content aussi de participer à la réflexion collective d'aujourd'hui. Mais je dirais que, pour dire une évidence, ça nous permet d'envisager les luttes pour la défense de droits spécifiques, catégoriels, en relation avec d'autres luttes pour la défense d'autres droits. C'est une évidence. Par exemple, on sait que le profilage racial, social, a des conséquences sur la judiciarisation des personnes, qui a des conséquences sur leur droit au travail, qui a des conséquences sur leur droit à un revenu décent, sur leur droit à un logement, sur leur droit d'accès à la culture, etc. On peut continuer la liste de ces violations de droits en chaîne ou, à l'inverse, de cette reconnaissance des droits en série. Dans l'histoire de la Ligue, par exemple, l'engagement depuis ses origines pour le droit de manifester ne touche pas simplement le droit de se réunir, de s'assembler, d'exprimer les opinions politiques. Très souvent, il s'agit aussi de lutter contre le profilage, contre les pratiques de surveillance, contre la judiciarisation, contre les abus policiers, et aussi de soutenir des mouvements sociaux qui, eux, militent pour des droits économiques, socio-culturels. Il y a donc une interdépendance. Bon, j'avais l'exemple du Sommet des Amériques où finalement la Ligue a publié un rapport dévastateur qu'on voit ici là, sur les violations du droit de manifester. Mais à l'époque, ce qui était question aussi, c'est la capacité des gens, des groupes, de promouvoir une vision alternative au projet altermondialiste porté à l'époque par la SLEA. Même chose en 2012. Défense du droit de manifester était aussi un soutien à un mouvement social pour l'universalisation du droit à l'éducation. Bref, le principe d'interdépendance implique, si on veut, naturellement l'idée d'un décloisonnement des luttes sectorielles, si on veut, d'une mise en cohérence des luttes aussi, parce que la reconnaissance d'un droit, c'est un levier pour la reconnaissance de plusieurs autres droits. Un autre élément important, c'est le potentiel comme grille d'analyse pour observer des institutions, et en particulier des institutions de répression, les frontières dont il va être question, le milieu carcéral, la police, les services de sécurité et de renseignement. Et donc, pardon, dans les années 70, par exemple, la Ligue va mettre sur pied l'Office des droits des détenus qui va vraiment, dans une approche systémique, documenter l'ensemble des violations de droits qui ont cours dans une institution en particulier. Et à l'époque, on parle autant de droits politiques, le droit de vote des détenus, on parle de droit à la vie, à l'abolition de la peine de mort. On parle du droit de grève des détenus. On parle de conditions de vie décentes, l'accès aux loisirs, à la santé, l'accès à l'alimentation, l'accès à l'eau, l'accès à la culture, etc. Avec cette idée, finalement, que l'incarcération, ça peut être synonyme de privation des libertés de circuler, mais ça ne doit pas être synonyme de privation complète des droits fondamentaux des personnes détenues. Si on suit la même logique, la question des systèmes d'oppression, patriarcat, capitalisme, capacitisme, etc., et racisme, évidemment, je pense que l'idée d'interdépendance des droits permet de montrer les violations synchroniques et enchevêtrées de droits dans ces systèmes-là. Et donc, par exemple, la grille d'interdépendance des droits elle a été utilisée par la Ligue récemment dans son approche systémique du racisme. La Ligue a publié des dépliants, on fait des animations, il y a une capsule vidéo derrière, où finalement, on se détache un peu des origines de la Ligue, où finalement on revendiquait surtout l'interdiction des discriminations directes, individuelles. Et là, on adopte une approche systémique qui permet de considérer ce que Colin Shepherd a appelé l'effet boule de neige des discriminations, c'est-à-dire la manière dont une discrimination entraîne une autre discrimination et qu'elles se renforcent mutuellement, et ce qui explique qu'ils se maintiennent aussi dans le temps long,
voire se renforce. Un dernier élément, je pense que l'idée d'interdépendance des droits, ça permet d'analyser les crises enchevêtrées, multiples, dans lesquelles on vit. J'aurais pas assez de 15 minutes pour toutes les nommer. Montée des droites, montée du racisme, montée des inégalités, déplacement de population, crise écologique aussi, évidemment. Et de ce point de vue-là, la Ligue a approfondi son analyse dans les dernières années sur les liens entre droits humains et crise environnementale ou enjeux environnementaux. Et par exemple, dans le contexte de plusieurs développements, notamment dans le secteur minier, énergétique, la Ligue a dénoncé les violations de droits qui étaient commises ou les droits qui étaient directement menacés. Ce sont les droits démocratiques, le droit des populations d'être consultées, les droits juridiques, le droit d'exprimer sa dissidence, les droits territoriaux et à l'autodétermination des Autochtones aussi, et enfin les droits à la santé, à l'eau, à un environnement sain, etc. Sans parler des conséquences globales de la crise environnementale, dont justement les déplacements de population dont il sera question, c'est un peu l'effet le plus brutal. Et donc, j'ai un carton jaune, alors je vais arriver à la conclusion. Et donc, la crise environnementale, ce qu'elle montre, c'est, je dirais, de façon naturelle, l'idée que les crises ont des conséquences délétères sur les droits humains et qui sont intimement liées entre elles. Et c'est cette analyse-là qui est parfois difficile, mais intéressante à faire. Et donc, face aux violations en série de droits, face à des institutions répressives, face à des systèmes d'oppression qui persistent et persistent, face aussi aux crises de notre monde actuel, je pense que l'idée que les droits sont universels, inaliénables, indissociables, interdépendants les uns des autres, ça permet d'offrir, si on veut, une contre-réponse à la dégradation généralisée des droits humains. Ça permet aussi de mettre en cohérence les luttes pour différentes catégories de droits et donc essayer de promouvoir un projet de société qui est fondé sur la reconnaissance de tous les droits et des droits de toutes et de tous. Merci. Bon, ça va. Alors, la deuxième intervenante va être Véronique Laflamme, qui est organisatrice communautaire depuis 20 ans, dont une quinzaine d'années au Front d'action populaire en réaménagement urbain, dont elle est l'actuelle porte-parole. Elle est plus généralement engagée dans les luttes contre les inégalités sociales et pour la justice sociale. Le FRAPRU, dans lequel elle milite, est un regroupement québécois de plus de 140 organisations, dont 30 comités logements et associations de locataires de différentes régions, qui sont au cœur de son travail pour le droit au logement. Depuis bientôt 45 ans, il travaille principalement à la promotion et au développement du logement social. Il est également actif dans la lutte contre la pauvreté et pour la justice sociale. Bonsoir tout le monde. Je vais faire le test. Alors, je suis bien contente d'être avec vous ce soir. J'aurais le goût de commencer par une petite boutade en disant que si les droits humains étaient au cœur des politiques gouvernementales, on n'aurait pas eu les déclarations récentes qu'on a eues de membres du gouvernement Legault sur, finalement, le droit de propriété et les locataires mécontents qui n'avaient qu'à investir dans l'immobilier. Donc, ce soir, je vais vous parler, on a eu en ouverture une présentation plus générale de l'importance de l'interrelation des droits. Je vais vous parler avec comme point de départ, finalement, des luttes du FRAPRU pour le droit au logement et essayer de voir les perspectives que ça amène sur l'importance, finalement, de lutter en même temps pour les autres droits. D'abord, pour les personnes qui sont moins familières avec le droit au logement, finalement, qui est au cœur des actions du FRAPRU, on aime toujours se rappeler que le droit au logement, ce n'est pas que le droit à avoir un toit au-dessus de sa tête, mais comme finalement l'a élaboré le Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l'ONU, c'est un droit à un endroit qui respecte notre capacité de paiement, qui est accessible aux services, qui respecte le milieu culturel, un logement auquel on a accès sans discrimination, notamment, et qui nous protège contre les évictions, notamment, pour ne nommer que ceux-là. Mais c'est important de le rappeler parce que le droit au logement lui-même, comme il est défini par l'ONU, donne un point de départ de
qu'est-ce qu'un logement décent finalement, qu'est-ce qu'un logement adéquat. Et quand on lutte pour dénoncer le mal-logement, bien, cette définition-là de droit au logement permet d'illustrer finalement ce à quoi on peut aspirer et ce à quoi on a droit réellement. Dans le contexte actuel que vous connaissez probablement, où le logement, finalement, ce droit au logement n'est non seulement pas mis en œuvre de façon progressive comme s'y sont engagés le Québec et le Canada, mais où on assiste à des reculs majeurs, le droit au logement et ses négations entraînent des violations d'autres droits. Et cette année, au FRAPRU, on a produit un document qui s'appelle « Crise du logement » au pluriel et droits humains pour bien illustrer que la détérioration de la situation du logement et ce qui alimente ces crises-là, la spéculation immobilière, l'explosion du coût des loyers, la pénurie de logements notamment, sans parler des autres crises que constituent l'itinérance et aussi la crise du logement vécue dans les communautés autochtones qui sont des crises en soi, ont des conséquences donc sur d'autres droits et on a documenté un peu finalement ces impacts-là. Donc, le droit au logement que je viens de vous définir n'est évidemment pas respecté actuellement au Québec. En fait, on voit des reculs importants, notamment l'explosion de l'itinérance parce que les gens n'arrivent plus à trouver un logement qu'ils et elles peuvent se payer. On voit évidemment le nombre de personnes qui doivent consacrer une part trop importante de leurs revenus pour se loger, dont la capacité de paiement, finalement, n'est pas respectée, qui se retrouvent à aller faire la file dans les banques alimentaires mois après mois, puis pas seulement le 29 du mois, mais le 5 du mois. Donc, on voit ce droit à l'alimentation qui est lui aussi bafoué par ce droit au logement, finalement, qui n'est pas mis en œuvre comme il le devrait. On voit aussi le droit à la sécurité qui est clairement menacé, notamment pour les femmes qui se retrouvent souvent dans des situations où leur sécurité est compromise ou de colocation non choisie, pour ne nommer que ces exemples. Le droit à l'éducation, les enfants qui vivent dans des logements surpeuplés, comme c'est le cas notamment au Nunavik, mais aussi dans le Grand Montréal, un peu partout au Québec, mais c'est les deux régions les plus affectées. C'est particulièrement criant dans plusieurs communautés autochtones. Donc, le surpeuplement amène, en fait, bafoue le droit à l'éducation, souvent pour les enfants qui n'ont juste pas d'endroit pour faire leurs devoirs. Le droit à la santé est clairement menacé quand on vit dans un logement insalubre, mais aussi, on ne parle pas seulement de santé physique, mais de santé mentale. Et ensuite, quand on devient mal logé parce qu'on n'a pas pu trouver un logement qu'on est capable de se payer, qu'on ne sait pas comment on va nourrir notre famille, qu'on vit un stress énorme, puis qu'on développe un problème de santé mentale, bien là, on n'a en plus pas accès à des soins, à des services publics de santé. Donc, cette interrelation-là, le droit au logement et l'impact, finalement, des crises actuelles nous offre un bon portrait de à quel point, finalement, les droits sont interreliés. On n'a même pas parlé du droit à la vie qui est lui aussi maintenant mis à mal. On a des histoires de locataires décédés carrément suite à d'éviction, de personnes itinérantes qui décèdent à la rue. Droit au travail aussi. On parlait aujourd'hui, on a parler avec une locataire, finalement, qui veut se rapprocher pour avoir accès aux transports en commun, mais qui ne trouve pas de logement à proximité des services. Et là, c'est vu comme un luxe, finalement, de trouver un logement dans un quartier ou dans une ville où tu as accès aux transports en commun, alors que quand on utilise comme grille d'analyse, finalement, cette définition du droit au logement, bien, on voit bien que ça fait partie intégrante de ce droit, finalement, d'avoir accès aux services. On peut aussi gratter plus loin en voyant le lien entre ce droit au logement, les autres droits économiques et sociaux, et aussi les droits civils et politiques, surtout dans le contexte actuel dont j'espère avoir le temps de reparler tout à l'heure, où finalement les droits civils et politiques sont aussi attaqués par ce virage autoritaire du gouvernement québécois. Et on pourrait parler du droit à la participation, notamment, et de finalement l'écart de plus en plus grand et la plus grande difficulté finalement d'avoir un contrôle sur les politiques, mais surtout de pouvoir
que les personnes finalement directement concernées puissent s'exprimer sur le développement de leur quartier, sur leur développement de leur ville, mais aussi sur les politiques dont elles ont besoin. C'est quelque chose qu'on va voir aussi quand on va parler tout à l'heure de privatisation de la santé, mais c'est également un enjeu très, très réel dans l'élaboration des politiques de logement. Une des questions qui nous était posée ce soir, c'était de voir avec vous comment enraciner les droits dans nos pratiques sociales. Je vais vous parler un peu de ce que le FRAPRU fait finalement pour enraciner ce droit au logement. Donc, je vous ai parlé un peu de cette définition du droit au logement qu'on essaie de traîner avec nous, de mettre en lumière quand on parle de la crise du logement pour bien voir à quel point finalement ce sont des composantes d'un droit fondamental qui sont attaquées par l'absence de politique suffisante notamment. On le revendique aussi, le droit au logement. Évidemment, on fait des manifs, puis ça fait partie de nos revendications, mais on a aussi beaucoup utilisé ces négations au droit au logement dans des mobilisations qui visaient à rencontrer les personnes qui sont, la Ligue dirait, là, les bénéficiaires de droits, les détenteurs de droits. Souvent, les gens utilisent des discours-là, mais en fait, on a par le passé utilisé plusieurs types d'actions qui permettaient d'entendre finalement les personnes directement concernées par les problèmes de logement pour, oui, les mettre en lumière, mais aussi finalement mieux les documenter, les partager. Et c'est quelque chose qui a été très enrichissant dans l'histoire du FRAPRU. On a fait, notamment en 2013, une commission populaire itinérante sur le droit au logement, à laquelle a participé la Ligue, puisque des mouvements sociaux, notamment, ont délégué des membres comme commissaires indépendants de cette commission. Il y en a d'ailleurs un dans la salle que je salue. Cette commission-là avait permis de faire le tour des 17 régions administratives du Québec. Et c'était vraiment la base, finalement, de cette commission, d'entendre les négations du droit au logement vécues dans les différentes régions. Donc, même si aujourd'hui on parle de crise du logement, c'est pas nouveau que ça va mal et que le droit au logement est finalement est mis à mal au Québec. On a aussi fait différents types de tournées pour mettre en lumière, en fait, directement avec les personnes concernées, les effets, finalement, de ces négations du droit au logement. Ça a donné lieu, finalement, à la production de rapports et qui finalement, se sont multipliés dans le temps et sont toujours d'actualité aujourd'hui, malheureusement, plusieurs années plus tard. Donc, ce droit au logement-là, pour nous, il n'est pas que théorique. J'espère vous l'avoir bien partagé. En fait, c'est vraiment pour nous, non seulement au cœur de nos revendications, mais quelque chose qu'on essaie de faire vivre finalement en mettant en lumière à quel point finalement ces différentes composantes sont nécessaires pour finalement améliorer les conditions de la population finalement. Je voulais aussi élargir sur la mobilisation et sur, finalement, la place des droits dans les mobilisations, finalement, intersectorielles. Je vous ai parlé du droit au logement. On a parlé rapidement. Si vous veniez ce soir pour entendre parler plus concrètement des négations du droit au logement, ça va me faire plaisir de revenir en période de questions, mais comme je vois le carton jaune se lever, je vais y revenir. Plus largement, actuellement, on fait face à un gouvernement clairement néolibéral qui met en place un agenda de droite plutôt décomplexé en fait, on voit à quel point le droit au logement est menacé, à quel point on assiste à des reculs dans la mise en œuvre de ce droit-là. Et au même moment, on assiste aussi à des attaques, finalement, envers d'autres droits. La Ligue des droits et libertés est très active, notamment là, dans la campagne contre la privatisation de la santé. On voit aussi la privatisation prendre toujours plus de place dans, entre autres, les services de garde, entre autres. C'est ce qu'on vit aussi au niveau du logement. En fait, on assiste à une privatisation de l'aide au logement dans un contexte où, finalement, les besoins sont si grands. Le gouvernement québécois a abandonné le programme qui a été mis en place il y a 25 ans au Québec pour pallier au désengagement du gouvernement fédéral. Donc, on voit vraiment... Quand on voit vraiment les attaques actuelles et l'instauration finalement de ces politiques néolibérales basées finalement sur les profits et cette plus grande place du privé, bien, c'est une autre occasion finalement d'utiliser la lecture finalement des droits humains pour faire un constat de ce qui est en train de se passer au Québec. Donc,
le privé n'offre pas le même effet protecteur que les services publics. J'espère que vous en êtes convaincus. Ni que les programmes sociaux. Hein, et des luttes basées sur les droits et sur leur interrelation devraient, dans le contexte, permettre une convergence de nos solidarités. Donc, on peut être dans le micro puis revendiquer, on l'espère, plus de logements sociaux puis interpeller le gouvernement du Québec pour finalement qu'il mette en œuvre des politiques sociales plus ambitieuses. Mais si on le regarde d'une perspective plus générale et qu'on regarde l'ensemble des reculs auxquels on est confronté actuellement, les droits humains comme celui au logement, à la santé, sont aussi finalement à mettre au cœur de nos mobilisations pour finalement rappeler à l'État ses obligations. Donc, les droits humains, bien, pour les faire vivre, pour qu'ils soient effectifs, ça prend des politiques publiques, ça prend des politiques sociales et c'est finalement la grille qu'on a au FRAPRU quand on revendique, oui, du logement social, mais quand on se mobilise, comme on l'a fait à plusieurs reprises par le passé, contre, par exemple, les hausses de frais de scolarité, contre finalement une taxe santé, comme la privatisation, c'est que en fait, c'est que l'ensemble des droits, finalement, ben, il faut les faire avancer. Si on recule, finalement, dans la mise en œuvre du droit au logement, on l'a vu, on recule aussi dans la mise en œuvre de d'autres droits. Donc, c'est dans le contexte actuel, on pense que il est urgent de remettre l'avancement de ces droits-là au cœur de nos solidarités, mais de la mobilisation plus large, oui, des groupes sociaux, mais puisque vous êtes plusieurs ici à être là comme citoyens et citoyennes, finalement, ça nous offre une lecture pour prendre la parole sur la place publique, pour se mobiliser, pour éviter ces reculs, finalement, qui sont en train de s'opérer à différentes échelles dans la mise en œuvre de plusieurs de nos droits, finalement. Alors, j'ai encore du temps, Diane? Oui? Ah, bon. Alors, troisième question à laquelle on m'avait demandé de répondre. Donc, troisième question ce soir, c'est comment élargir l'éventail des droits face aux défis actuels auxquels nous faisons face? Et je savais que je n'aurais pas grand temps pour en parler, mais je dirais qu'une des questions qui nous interpelle au FRAPRU dans les défis auxquels on fait face, c'est pas tant dans l'éventail de droits, mais dans à qui s'adressent les droits. On voit les enjeux que constituent les changements climatiques qui affectent de façon particulière les personnes, notamment les plus vulnérables, les personnes à plus faible revenu, les locataires, et peut-être que Alexis, qui est à côté de moi, vous parlera de comment ils affectent aussi de façon plus importante les Autochtones et leurs communautés. Il y a aussi l'autre enjeu qui nous préoccupe, en plus de celui-là, très large, des changements climatiques et du droit à un environnement sain et de l'importance, finalement, de lier les luttes pour la justice sociale et les droits économiques et sociaux à cette transition, à cette nécessaire transition écologique. Il y a aussi toute la question de l'immigration. Les droits humains sont finalement universels, mais on voit progresser dans le discours public ce langage qui donne l'impression que finalement, tous et toutes n'ont pas les mêmes droits. Alors, les deux sont très liés, changement climatique et migration. Donc, voilà une conclusion peut-être pour les échanges que nous aurons, mais dans les défis qui se posent finalement, c'est les deux que j'ai identifiés pour maintenant. Alors, voilà. Merci Véronique. Je vais maintenant passer la parole à Alexis Wawanolat, qui est un avocat né à Val-d'Or et premier autochtone élu depuis l'obtention du droit des Premières Nations en 69 et deuxième autochtone québécois à siéger à l'Assemblée nationale. Il a travaillé en éducation auprès d'enfants autochtones d'âge préscolaire et primaire. Il a aussi été conseiller au Conseil Abénaki d'Odanak et directeur du développement des ressources humaines pour les Anishinaabeg de Lac-Simon. Aujourd'hui, il est avocat en droit des peuples autochtones chez Nehachiche et Champoux. Il a été chargé de cours en droit des peuples autochtones à la faculté de droit de l'Université Laval. Il s'intéresse aussi au monde des communications et il est collaborateur à Novo, Le Fil, et co-anime l'émission de radio hebdomadaire Puis Bonjour au Canal M. Alexis. Oui, Mdezawe Alexis Wawanolat. Donc, je ne referai pas ma présentation. Je suis un Abénaki d'Odanak né à Val-d'Or. Comment on applique le droit? Je me suis demandé comment je pourrais répondre à cette question-là. Puis je me suis dit que
Peut-être qu'un exemple de mon application des droits humains dans une de mes vies, comme vous avez pu le voir, j'ai eu plusieurs vies dans le passé. À l'époque où je travaillais avec des enfants autochtones à Val-d'Or, mes deux directeurs, je travaillais dans deux écoles primaires à Val-d'Or où il y avait une forte proportion d'Autochtones, donc quelque chose comme 15 et 20 dans les deux écoles. Et dans ma description de tâche, mes directeurs me disent on va te donner le mandat de combattre le racisme. Donc, on ne me donne pas nécessairement d'outils parce que c'est ça, c'est un nouveau poste. Donc, je pouvais créer à quelque part mes outils, faire un peu à ma tête pour y arriver. Puis je me suis demandé, bon, ben, d'où vient le racisme? On pourra, je vais en discuter un peu, je vais essayer de faire un bref aperçu de d'où vient le racisme par la suite, d'un point de vue historique, socio-historique. Mais bon, dans le cadre de l'application de ces droits-là, l'idée, c'était aussi que mes jeunes étudiants puissent se sentir en sécurité à l'école. Parce qu'il faut se rappeler que leurs parents, souvent, n'avaient pas eu une expérience positive avec l'école. Soit ils avaient été dans des foyers de groupe, soit ils avaient été dans des écoles où les professeurs n'étaient pas très, très ouverts à leur réalité. Ou encore, leurs grands-parents ou leurs parents avaient été pris, enlevés, amenés dans des pensionnats. Donc, je me disais, bon, ben, mes petits ont le droit à la sécurité, ont le droit à ne pas vivre dans un milieu où un certain racisme pourrait exister. Et comment ça s'applique, ça, dans le travail auprès des enfants, puis ça peut s'appliquer dans d'autres contextes, j'en suis sûr, c'était, pour les plus grands, 5e, 6e année au primaire, leur faire l'histoire, mais l'histoire de l'Abitibi-Témiscamingue, on est à Val-d'Or, bien sûr, dans mon cours, et l'histoire qui ne commence pas avec l'histoire qu'on voit en général dans nos livres avec la colonisation européenne. Donc, l'histoire des Anishinabés, le fait que c'est une nation avec des traités, avec des échanges commerciaux, avec des lois qui leur sont propres aussi. Et dans l'histoire, après ça, j'ai aussi fait l'histoire de la colonisation, mais je n'ai pas brossé un tableau édulcoré pour ces jeunes enfants-là. Je savais qu'à 11, 12 ans, on était capable de comprendre des réalités comme les pensionnats. Ils n'avaient jamais entendu parler des pensionnats, ils n'avaient jamais entendu parler de la rafle des années 60. Je me suis retrouvé avec un jeune non autochtone qui me dit « Ouais, ben... » Puis je les ai amenés aussi visiter le centre d'amitié autochtone à Val-d'Or. Et le jeune, il me dit ouais, mais mes parents veulent pas m'ont dit de ne pas aller là. D'habitude, qu'est-ce qu'il doit y avoir juste là? C'est des Indiens sous. » C'est la perception qui est souvent vue à Val-d'Or. Puis là, il y a encore beaucoup de tensions sociales encore à Val-d'Or du fait de la crise du logement dans nos communautés, qui fait en sorte qu'on a un problème d'itinérance, puis qui amène un certain problème de sécurité aussi à Val-d'Or. Mais au lieu de juste essayer de comprendre les causes de ça, on voit juste les symptômes de ces crises-là. Avec les moins jeunes, j'ai essayé de faire en sorte d'appliquer ce droit à la sécurité-là aussi en jouant avec les enfants dehors. Fait que là, c'était devenu cool pour les jeunes autochtones parce que moi, je jouais avec tous les enfants et tout le monde voulait venir un peu dans la gang. J'ai fait des ateliers aussi auprès des enfants pour essayer de mettre en perspective les traits culturels des Québécois qui viennent des Premières Nations. Pour expliquer qu'une partie de leur culture vient aussi des peuples autochtones. Finalement, chez les plus petits, je me suis dit comment j'applique ce droit puis à la sécurité, à vivre, puis aux enfants non autochtones aussi de vivre dans un milieu où ils peuvent appliquer puis reconnaître ces autres enfants-là.
mais je me suis dit que chez les plus petits, ben, je ne vais pas leur parler de racisme ou de colonisation ou de pensionnat ou de choses comme ça, mais je vais essayer de changer le narratif un peu. Dans la mesure où quand on a des enfants, puis quand ils sont petits, le narratif qu'on va avoir souvent, c'est des histoires qui nous viennent de la forêt noire en Allemagne avec les châteaux, les princesses et ainsi de suite. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des contes autochtones, en particulier des contes de ma mère. Ma mère est une auteure autochtone un artiste multidisciplinaire qui, entre autres, fait des contes. Et j'ai commencé à raconter des histoires de Pocock et de ses aventures au marais et des choses comme ça pour changer un peu le territoire mental de ces enfants-là, pour qu'ils voient d'autres choses. Donc, comment on peut essayer d'appliquer? J'ai tout le temps essayé de faire ça par la suite, que ce soit dans mes autres travails ou quand j'ai été député, chercher des façons de pouvoir impliquer les gens, d'avoir des assemblées non partisanes ou des choses comme ça quand j'étais député. Pourquoi? Donc, si on fait un rapide portrait de pourquoi ce racisme-là est présent chez les peuples autochtones, à la base, si on essaie d'analyser le racisme et cette interdépendance qu'il peut y avoir entre différents endroits puis différents groupes aussi dans les solidarités. D'un point de vue historique, d'un point de vue socio-historique, il faut se souvenir que les empires européens sont venus ici et n'avaient pas la force de travail pour aller chercher les fourrures. Et les peuples autochtones se retrouvaient à être des bons alliés militaires aussi pour soit les guerres territoriales qui pouvaient déjà exister sur le territoire entre différentes nations autochtones dont les empires coloniaux ont pu participer, mais aussi les guerres européennes qui se sont transposées ici, en Amérique du Nord. On nous a reconnu, justement, une force en tant que nation. On a décidé de traiter avec nous, avec nos cérémonies à ces époques-là, parce que les empires coloniaux avaient besoin de nous, avaient besoin justement de notre pouvoir, parce que dans le fond, si on regarde ça, quelque part, c'est une question de pouvoir, de partage du pouvoir ou non, en grande partie, qu'est-ce qui est justement le racisme envers les Autochtones. Et de fil en aiguille, il y a eu la conquête britannique. Les Britanniques avaient peur des 13 colonies américaines qui allaient peut-être devenir indépendantes, comme de fait, elles sont devenues indépendantes. Et on a décidé, encore là, avec les Britanniques qui sont arrivés, d'accorder, par la bonne grâce de notre bon souverain, le fait de pouvoir avoir des droits qui sont reconnus, entre autres, par la proclamation royale. Et on a aussi, à ces époques-là, traité avec les peuples autochtones, encore là, selon nos cérémonies. On avait donc, nous, les peuples autochtones, oui, on avait une modulation de notre capacité de décider pour notre avenir, mais on avait encore cette possibilité-là d'enseigner nos langues à nos enfants, de pouvoir traiter avec nos cérémonies, de pouvoir aussi avoir une philosophie qui est différente. Parce que d'un point de vue philosophique, je vais y arriver peut-être plus vers la fin, il y a quand même un élément à comprendre là-dessus dans les différentes philosophies entre le libéralisme et les philosophies des peuples autochtones. Mais bon, je m'égare. On arrive par la suite au fait que les tensions avec les États-Unis se calment, la traite des fourrures tombe et la mode des chapeaux de castor tombe. On vient aussi avoir le blocus continental autour de l'Europe avec les guerres napoléoniennes, où on allait chercher les ressources pour faire les bateaux en Scandinavie, dans la péninsule scandinave, dans la Navy britannique, et on se revire de bord, on voit ces forêts qui existent, et on se dit, bon, ben, ça serait bien utile pour faire des bateaux. Donc, on tombe dans une autre forme d'exploitation du territoire qui se faisait par l'entremise des peuples autochtones et aussi
par cette collaboration-là qui existait. Donc, une utilité à une nuisance sur le territoire. Parce que quand on commence à aller chercher les ressources sur le territoire, qu'est-ce qu'on voit là? On voit des Autochtones qui sont là, qui y habitent, que c'est leur garde-manger. Bien, ce fait-là devient une nuisance pour aller chercher les ressources dans une perspective eurocentrique. Donc, bien que la Cour suprême du Canada nous dit qu'on n'a jamais établi la doctrine de la découverte au Canada, on s'en est à tout de moins grandement inspiré. La doctrine de la découverte, c'est Terra Nullius. 2 exemples très rapidement pour exposer qu'est-ce que c'est cette doctrine-là. C'est de se dire qu'on arrive dans un territoire et il est inhabité. Donc, on peut le conquérir sans avoir à passer par des traités, sans avoir à passer par le droit de la conquête. 2 exemples très éloquents. En Inde, dans les Indes, donc, on a les Anglais qui sont arrivés là, ont vu qu'il y avait un niveau de civilisation assez élevé d'un point de vue eurocentrique. On cultivait la terre notamment, bien qu'ici, on cultivait aussi la terre, ceci étant dit, et on n'a pas appliqué Terra Nullius, on a appliqué plutôt le droit de la conquête. En Australie, on a complètement appliqué Terra Nullius. Terra Nullius a été abandonné en 1992 par l'arrêt Mabo. Donc, jusqu'en 1992, l'Australie appliquait Terra Nullius. Mais ici, bon, si on revient ici avec cette question-là des droits des peuples autochtones, là, on s'est inspiré et on s'est dit que c'était un problème. On a fait plusieurs commissions parlementaires pour régler le problème indien. Et comme on n'a pas osé nous tuer directement, ben on nous a sortis, on nous a entassés dans des réserves. On nous a sortis de nos communautés, nos enfants de nos communautés pour tuer l'Indien dans l'enfant, comme disait MacDonald. On nous a affamés dans d'autres endroits. On nous a fait vivre dans des conditions de vie telles que la vie est à peu près pas possible. On nous a amenés dans des états psychologiques complètement effarants. On a stérilisé nos femmes autochtones. Puis qu'est-ce que je viens de vous dire là? C'est des critères de qu'est-ce qui est un génocide selon la Convention de Genève sur le génocide. Donc, le Canada est aussi un État génocidaire. J'allais terminer, il me reste quelques minutes. Par rapport à la différence philosophique, comment on peut voir une interrelation des droits? Dans la perspective libérale sur laquelle on a basé notre philosophie, notre constitution avec laquelle on a à vivre pour l'instant, donc le libéralisme, la propriété privée et le droit central, avec une perspective linéaire dans le temps. Je ne veux pas parler pour tous les peuples autochtones, je ne suis pas un représentant des peuples autochtones, je suis un représentant d'Alexis ici, mais chez beaucoup de peuples autochtones, je pense qu'on peut dire que le point focusal philosophique est une relation avec le territoire, avec l'idée du cercle, où tout est interrelié, où les humains ont des droits, les animaux ont des droits, la terre a des droits. On nous disait que c'était des façons de voir les choses archaïques, animistes, que grâce à la providence divine et le salut de nos âmes, on allait pouvoir évoluer vers quelque chose d'autre. Je pense qu'aujourd'hui, les sciences climatiques viennent nous enseigner qu'on avait peut-être finalement des fondements philosophiques qui étaient intéressants. Voilà. Je ne sais pas si ça répond exactement aux questions. Mais... Ça contribue, c'est ça qui est important. On va faire un ouvrage de réflexion collectif. C'est probablement plus dans l'esprit philosophique des peuples autochtones que la revendication de l'autorité personnelle sur les idées. La prochaine intervenante est Delphine Gauthier-Boiteau, qui est candidate à la maîtrise en droit et société à l'UQAM et avocate. Elle a pratiqué le droit criminel en défense. Dans le cadre de son mémoire, elle s'intéresse au contrôle thérapeutique des mères judiciarisées en protection de la jeunesse. Plus largement, ses intérêts académiques et militants se rattachent aux formes de contrôle social produites et reproduites par l'institution judiciaire
et à l'intersection des perspectives abolitionnistes des systèmes pénal, carcéral, policier, de protection de la jeunesse et psychiatrique. C'est un programme. Merci, Diane. Je suis choyée d'être ici, en fait, entourée d'invités aussi aux expériences aussi riches et intéressantes. Et donc, je n'ai pas la même assurance, donc je vais en partie m'appuyer sur un texte que j'ai écrit pour l'occasion. Donc, le rapport de la prison aux droits humains me paraît à tout le moins double. D'une part, la prison est un lieu de violation de droits. D'autre part, en amont, les inégalités systémiques évoquent des atteintes aux droits de groupe. Les violations de droits qui participent à ces inégalités, bien que spatialement extérieures à la prison, contribuent à y conduire des personnes. Il va donc sans dire qu'on n'y conduit pas tout le monde d'égale façon. Dans cette présentation, je propose un début de réflexion sur ce qu'impliquent ces deux rapports de la prison aux droits humains. Suivant cela, je veux montrer comment penser nos luttes à partir de la carcéralité et selon deux temporalités qui enracinent les droits dans nos pratiques sociales. Enfin, je souhaite montrer de quelle façon le cadre d'analyse des droits humains et de l'interdépendance des droits peuvent être utiles. Et comme prémisse à ce qui suit, je veux dire qu'on ne peut pas réparer un système qui n'est pas brisé. En premier lieu, donc, la prison est violence. Elle est le fruit d'un ordre social caractérisé par le capitalisme racial et le colonialisme. Ces systèmes d'oppression se rattachent à son histoire, mais ils sont aussi son présent, son caractère inhérent. La prison blesse, bien souvent, et elle tue, souvent aussi. Elle implique de plus des dénis de droits sur à peu près tous les plans imaginables. On peut penser aux conditions de détention des personnes incarcérées, aux fouilles à nu, aux abus de pouvoir commis par des personnes en autorité, à l'utilisation de la force, de la contention chimique et physique et de l'isolement, à l'absence d'intimité et de vie privée, aux soins de santé et j'en passe. Les conséquences de la prison s'étendent au-delà de ses portes, alors que les personnes qui s'y retrouvent perdent parfois logement et emploi et qu'ils voient aussi leurs soins de santé essentiellement interrompus et leur santé mentale dégradée. Parmi les violences qui s'y produisent, l'isolement a des conséquences dont la recherche a démontré qu'elles étaient à très long terme et voire permanentes sur le fonctionnement du cerveau. Il faut aussi souligner comment l'organisation de la prison se caractérise par une opacité qui rend difficile tant son accès que la documentation et la dénonciation des violences qui s'y vivent. Cela me conduit au second rapport de la prison aux droits humains. Plusieurs champs où l'État intervient par des politiques et le droit distribuent d'un côté la sécurité de certaines populations et de l'autre la marginalité et la précarisation. Le juriste Dean Spade parle de cette distribution par l'État comme de la distribution de life chances. Je le traduirai ici par des possibilités de vivre ou encore comme une longueur d'avance que l'État octroie à des groupes, notamment en fonction de leur classe sociale, raciale et du genre. Cela s'observe dans les lois et les politiques publiques qui, loin de mettre en œuvre les droits humains et en particulier les droits économiques et sociaux de chacune, contribuent directement ou indirectement à la criminalisation et à l'incarcération des mêmes personnes, notamment par leur appauvrissement, les impacts du racisme systémique sur le profilage, le travail, la santé et le logement, mais aussi les problèmes de santé mentale qu'induit le délabrement néolibéralisé du système de santé et de services sociaux. De telle sorte qu'en ne mettant pas en œuvre les droits humains, l'État favorise une marginalisation qui, finalement, est prise en charge, gérée par le système carcéral ou par une carcéralité plus large. L'interdépendance de tous les droits est alors manifeste, c'est-à-dire que l'on constate comment les avancées et les reculs relatifs à la protection d'un droit ont des conséquences sur l'ensemble des droits. La prison est donc violence entre ses murs, mais aussi à partir de ce qu'elle suppose en amont comme continuum de violation des droits humains. Elle est le résultat de systèmes de domination passés et présents et, à l'échelle individuelle, du cumul ou de l'interaction entre les inégalités et les violences que ces systèmes produisent. Pour mieux voir ce qui conduit à l'incarcération, il faut envisager la logique carcérale qui la rend possible. Je souhaite donc prendre l'exemple de deux systèmes qui ne sont pas la prison, mais de deux systèmes où la carcéralité est palpable et où cette distribution différenciée de life chances par l'État est évidente. Le système scolaire et le système de protection de la jeunesse. Le School to Prison Pipeline évoque, pour différentes abolitionnistes, le continuum carcéral qui se déploie par la sursurveillance des jeunes racisés et les sanctions racialisées que ces derniers subissent dès un très jeune âge dans les écoles. L'architecture carcérale des écoles secondaires publiques en est aussi une évocation. Pour prendre l'exemple de Montréal, il faut connaître les écoles, notamment des quartiers du Nord et de l'Est, qui n'ont pas ou que peu de fenêtres et où les cases des jeunes, ces espaces de vie, sont entourés de dispositifs métalliques verrouillés ou de ce qu'on peut tout simplement appeler des cages. Ce continuum carcéral se déploie parallèlement à la distribution, donc différenciée par l'État, ici aussi, de marginalité.
Et donc, cette distribution différenciée dans le cadre scolaire, elle se traduit par des programmes que l'on adresse aux jeunes dans lesquels on ne croit pas tellement ou qu'on juge à risque. C'est-à-dire ces programmes de formation professionnelle et d'éducation aux adultes vers lesquels on ne dirige pas chacune d'égale façon. La même lunette doit éclairer notre compréhension de la prise en charge par les systèmes étatiques de protection de la jeunesse, c'est-à-dire de cette ingérence de l'État dans la vie privée des familles qui se fait au carrefour de la condition sociale, de la race, du colonialisme et du genre. Il en découle la surreprésentation que l'on sait. Et d'ailleurs, Nicolas Salé et Jade Bourdage, dans leurs travaux, ont montré les logiques carcérales dans lesquelles s'inscrit directement ce système, en particulier quant à la prise en charge et l'enfermement des jeunes que l'on dit contrevenants, qui se déploient de façon racialisée. Ce que j'essaie de montrer est en premier lieu que la carcéralité ou l'expérience du carcéral n'est pas synonyme de la prison. Les logiques qui sous-tendent la prison se retrouvent à l'école, dans le système de santé, notamment en matière psychiatrique et de soins de longue durée, dans les centres jeunesse et en immigration. Les systèmes de domination mentionnés au départ produisent la déshumanisation de personnes dont il devient possible de disposer d'une certaine façon. La gouvernance qui y est conséquente se déploie selon une valeur différentielle qu'on accorde à la vie. Et en second lieu, ceci découlant de cela, la carcéralité est intimement liée aux life chances, à la sécurité et à la marginalité que l'État distribue. Elle en est en quelque sorte le corollaire. Alors que d'un côté, celui de l'objet des droits, on ne cesse d'accentuer la précarisation de certains groupes, de l'autre, celui de la carcéralité, il devient nécessaire de les gérer, d'en organiser le contrôle. La question des droits humains est donc au cœur des violations qui permettent la prison et de celles qui s'y produisent. En réfléchissant à ce que je voulais partager sur l'interdépendance des droits, j'y ai vu l'occasion de présenter une perspective décloisonnée de notre réflexion sur la prison. Parce que toutes ces institutions, les atteintes aux droits et la discrimination qu'elles évoquent sont liées entre elles. Et que pour déconstruire la carcéralité, il faut considérer le continuum qu'elle suppose et dans lequel la prison s'inscrit. J'aimerais maintenant parler des temporalités que j'évoquais plus tôt. Ces temporalités sont un outil pour penser et organiser nos luttes. Elles traduisent le fait que des revendications doivent être faites maintenant, alors que d'autres buts politiques plus larges s'inscrivent dans un projet de société sur le long terme. La première temporalité est donc celle de l'ici et maintenant, qui évoque la nécessité de remédier aux violations de droits que vivent les personnes incarcérées. Il est utile de mentionner que certains chiffres pour mieux en nommer les violences. Pour 2018-2019, près de 4 500 personnes sont incarcérées au Québec dans des prisons provinciales. Les Inuits, les personnes sans diplôme d'études, les célibataires et les personnes vivant seules y sont clairement surreprésentées. Les courtes peines, soit celles de moins de 6 mois, représentent 62 % des peines, leur moyenne étant de 40 jours. 45 % des personnes incarcérées au provincial sont en détention provisoire, c'est-à-dire détenues avant procès. Parmi les femmes, qui représentent 11 % des personnes incarcérées, 78 % sont en détention provisoire, alors que 80 % des infractions qui leur sont reprochées ou dont elles sont coupables sont liées à la pauvreté. Le dernier profil correctionnel du ministère de la Sécurité publique qui est porté sur elles en 2015-2016 montre la surreprésentation des femmes pauvres, autochtones, racisées, de celles qui ont des problèmes de santé mentale et des travailleuses du sexe. Alors qu'aucune directive formelle et uniforme concernant le respect de leurs droits n'existe au Québec, les personnes trans se retrouvent souvent en isolement. Et par ailleurs, au fédéral, les femmes autochtones ont représenté 50 % des femmes incarcérées pour la première fois en 2022. Enfin, le plus récent rapport de l'enquêteur correctionnel au fédéral évoque la situation accablante des personnes noires en incarcération, tant sur le plan de leur surreprésentation que parce qu'elles font davantage l'objet de l'usage de la force, et ce peu importe le niveau de risque qu'on leur attribue. Il y aurait notamment plus à dire sur le phénomène des portes tournantes, mais ces données traduisent comment le capitalisme racial et le colonialisme concourent à diriger des personnes, plus que d'autres, vers l'enfermement. Dans cet ici et maintenant, je propose les réformes non réformistes comme principe permettant d'inscrire nos revendications plus ciblées en cohérence avec nos buts politiques plus larges. Ce principe facilite la cohésion entre des stratégies politiques diverses dont usent les mouvements sociaux. Ruth Wilson Gilmore écrit que ces réformes sont les changements qui, en fin de compte, déconstruisent plutôt qu'ils n'élargissent le filet de contrôle social qui se déploie par la criminalisation. Entre autres choses, elles ne donnent donc pas plus de pouvoir au système que nous souhaitons parallèlement abolir ou remettre en question. Ces réformes sont celles qui n'opèrent pas une solidarité sélective, c'est-à-dire s'effectuant au détriment d'une partie des personnes incarcérées, pour lesquelles il devient plus difficile d'appeler à une solidarité.
Il importe ainsi de ne pas glisser dans le paradigme de l'innocence, qui fait que l'on considère plus graves les violations que subissent les personnes innocentes ou présumées innocentes. Ce principe fait écho à ce contre quoi Foucault nous met en garde quand il parle d'alternative à la prison. C'est-à-dire que les tentatives d'amélioration du système mènent à la dispersion et l'expansion du contrôle dans le corps social. Il suffit de prendre l'exemple des suivis probatoires et de la surveillance en dehors des murs qui se dissipent par la multiplication des possibilités technologiques et se déprofessionnalisent par la mobilisation des proches et des familles comme agents de la surveillance. Une seconde temporalité implique de repenser notre rapport à la carcéralité et à tout ce qui la permet. Cela est plus facile lorsque l'on reconnaît que l'incarcération ne répond pas aux objectifs qu'on lui a donnés. Et cela est encore plus facile lorsqu'on admet que ce système ne met pas la réparation en son centre, que les besoins des victimes ou des survivantes ne sont pas son objet. Mais surtout, qu'une logique punitive et individualisante laisse intacts les rapports de pouvoir systémiques qui préexistent à une situation. Pour Mariamé Kaba, actrice importante de la justice transformatrice et abolitionniste, le système criminel et carcéral s'oppose à la responsabilisation des personnes qui causent du tort. Les personnes aux prises avec ce système, leurs proches et leur communauté ont trop à perdre face aux violences qu'il produit. Cette seconde temporalité que j'envisage vers l'abolition du système criminel et carcéral est un horizon vers lequel des pratiques et une organisation communautaire permettent de tendre. Cet horizon suppose un monde où on répond à la violence autrement que par des systèmes qui la reconduisent, un monde où chacune a ce dont il ou elle a besoin pour vivre et s'épanouir. Robin Maynard et Leanne Betassa-Mosake parlent de répétitions pour vivre, par lesquelles on bâtit cet ailleurs, le rapport à l'autre et au monde que l'on souhaite habiter. Cette temporalité évoque, plus que la déconstruction des systèmes de domination, la construction vers un ailleurs. L'interdépendance des droits est un outil précieux pour réfléchir les luttes anticarcérales parce qu'elle montre comment un droit ne peut être pensé en vase clos. Les droits humains sont un cadre d'analyse qui peut créer des ponts entre des luttes qu'on pense parfois distinctement. Je pense aux luttes anticapitalistes, antiracistes, anticolonialistes et relatives à la crise écologique, mais il y en a d'autres. Le fil de cette interdépendance pointe vers la solidarité sociale dont il suppose la nécessité. En somme, en réfléchissant aux critiques que l'on peut formuler à l'égard de la prison et de ce qui la rend possible, il me semble que l'objet ou l'essentiel des droits humains permet d'aspirer à un ordre social où les systèmes d'oppression que j'ai nommés plus tôt et qui se croisent ne sont plus. En me préparant, je me suis rendu compte que si je pense souvent à l'essentiel ou à l'objet des droits humains dans mon travail et dans mon militantisme, je les réfléchis peu en ces termes. Cela s'explique, je crois, par le point de départ de la critique que je formule à la carcéralité. Celui-ci repose sur les théories abolitionnistes, dont celles ancrées dans les pratiques militantes et la pensée féministe noire, et des écrits sur la critique des droits humains de Foucault. Bien que l'idéal à atteindre en évoque l'essentiel, le langage abolitionniste n'est pas toujours celui des droits humains. La contradiction que cela évoque est la suivante. D'un côté, il faut considérer que les droits humains élargissent la protection des sphères d'action des sujets, des personnes. Ils contribuent ainsi à penser et créer de nouveaux mondes et de nouvelles communautés. D'un autre côté, simultanément, les droits constituent les sujets, les personnes, d'une manière donnée. Et les possibilités qu'ils créent s'inscrivent à l'intérieur de formes de pouvoir et de structures qui existent parfois déjà, nous soumettant à leur dimension régulatoire et normative. Les droits impliquent donc une légitimation implicite du pouvoir ou de structures en place, de les reconnaître et de les mettre en œuvre. Les luttes anticarcérales doivent placer en leur centre les conditions de vie des personnes concernées. Le pragmatisme que cela appelle requiert des réformes juridiques et des revendications pensées en termes de droits humains, sans, toutefois, qu'elles ne soient posées comme seul but politique. Pour le dire autrement, ce qui doit être gagné va au-delà de ce que l'État-nation, dans sa forme actuelle, peut respecter, reconnaître et mettre en œuvre. Ma réflexion est mouvante et continuelle, mais il me semble que les droits peuvent être pensés comme des tactiques, des outils stratégiques dont la mise en œuvre supporte des buts politiques plus larges. C'est dans cette nuance que, pour certains abolitionnistes, les droits sont une possibilité politique, une brèche vers d'autres formes d'émancipation qui, peut-être, ou parfois, restent encore impensées. Merci. Merci Delphine. Alors, notre dernier, mais non le moindre intervenant est Mouloud Idir, qui est coordonnateur du secteur Vivre Ensemble du Centre Justice et Foi
un organisme d'analyse sociale qui souligne cette année ses 40 ans d'existence. On est dans les anniversaires. Le secteur Vivre ensemble qu'il coordonne s'intéresse aux enjeux reliés à l'immigration, à la protection des réfugiés et aux questions du pluralisme. Cela l'amène notamment à se pencher sur l'économie politique des migrations internationales. À ce titre, il suit de près les enjeux relatifs aux nouvelles mesures migratoires des pays occidentaux et à leur impact en termes de gestion différenciée des frontières et de stratification de la citoyenneté, ce qui fait écho vraiment à ce qu'on vient d'entendre de la part de Delphine. Il vient de coordonner un collectif ayant pour titre « Dépasser le régime international des frontières, l'hospitalité en actes ». Il signe un texte dans le dernier numéro de la Revue de la Ligue portant sur la question de la démocratie frontalière. À toi, Mouloud. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais débuter cette réflexion que j'ai titrée « Quel régime de droit et de citoyenneté à l'ère du management de la mobilité migratoire ?» Je vais expliquer ce que j'entends par management et cette notion de mobilité qui prévaut dans les débats publics. Alors, j'aimerais débuter par un constat important pour moi, surtout que je parle sous l'autorité morale de juristes et de personnes qui ont à cœur la vie sociale des droits. Je commencerai mon propos en disant que je pars d'un constat donc, que j'aimerais soumettre à notre discussion commune en toute humilité, parce que je ne suis pas juriste de formation. Mais j'ai tout de même accepté d'intervenir ici pour les 60 ans de la LDL, surtout par, disons-le sincèrement, par reconnaissance pour le travail rigoureux, mais surtout engagé, que cette organisation importante a accompli au cours des dernières décennies au Québec. Pour ma part, je vais donc essayer ici de plaider, et c'est ça ma contribution, dans le débat sur la question migratoire, l'importance de ne pas évacuer la dimension politique des enjeux qui est, à mon avis, trop souvent éludée s'agissant de cette question des mouvements de population qui sont, à mon avis, trop souvent, même dans les discours de justification des migrations, qui sont trop souvent appréhendés sous le prisme du management migratoire. On m'a demandé ce soir de livrer ma réflexion sur la façon d'élargir l'éventail des droits face aux défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Pour y répondre, disons d'abord que ce que je relève sur l'enjeu sur lequel j'interviens ce soir, c'est ce que j'appelle un important décalage entre la réalité, on peut dire ça comme ça, sociologique des mouvements de population et les catégories juridiques et le régime de citoyenneté qui encadrent cette réalité. Il y a un décalage qui est manifeste, qui est important et dont il faut prendre la mesure. Donc j'aimerais, dans le cadre de cette présentation, essayer d'illustrer, je ne sais pas si je vais y arriver, c'est à vous de me le dire, les méfaits de ce décalage en insistant sur ce que j'appelle l'ambivalence et les antinomies de la notion de mobilité qui circulent beaucoup dans les débats publics. Pour que vous arriviez à me suivre clairement, je vous invite pour cela à distinguer le cadre normatif de la mobilité managériale des organisations internationales qui imprègnent les politiques des États occidentaux d'une autre forme de mobilité, ce que j'appelle la mobilité comme liberté de mouvement, laquelle mobilité pour moi est un invariant anthropologique qui renvoie aux mouvements de population, qui sont naturels, qui sont irréductibles justement aux mesures étatiques, qui existent de tout temps. Pour ceux qui s'intéressent à cette question de la liberté de mouvement dans sa dimension politique, je vous renvoie sincèrement à cet ouvrage de la philosophe Marie-Claire Kalosh-Chop qui s'appelle « La liberté politique de se mouvoir », qui réfléchit justement à la question de la liberté de mouvement dans une philosophie de la libération et dans ce qu'elle appelle une philosophie de droit de fuite. Donc, cette question donc du management migratoire et de ce qu'il suppose. Alors, comme vous le savez tous et toutes, depuis une vingtaine d'années, la multiplication des voies d'entrée, l'expansion des programmes temporaires de travail, c'est quelque chose qui a réorienté des principes importants, justement, à la base des orientations issues du régime libéral de citoyenneté. La situation actuelle qu'on observe au Canada découle pour beaucoup d'orientations qui sont largement en matière migratoire dictées, on peut dire ça comme ça, je pense que ça peut se dire, c'est pas exagéré, par de nombreuses organisations, en particulier l'OCDE, et ces organisations induisent un tournant pour le paradigme de la mobilité qui est largement forgé dans des organisations internationales au sein desquelles c'est surtout le poids des acteurs privés qui pèse. Si l'on prend
par exemple, le pacte mondial sur les migrants et personnes de 2018, qui est issu de la conférence intergouvernementale organisée à Marrakech en décembre 2018, on constate par exemple qu'au sein du système onusien, c'est un nouvel acteur qui est l'Organisation internationale des migrations, l'OIM. C'est elle qui a imposé, si vous voulez, son paradigme et son vocabulaire qu'elle appelle le management des frontières, le border management en anglais, et ce qu'elle appelle l'OIM, la défense, suivez-moi bien, des migrations sûres, régulières et ordonnées. Cette définition-là du pacte migration sûre, régulière et ordonnée, ça charrie quelque chose sur le plan normatif. Et c'est la marque justement de l'emprise de l'OIM et non pas de l'ONU. L'OIM, qui n'est pourtant affiliée que depuis 2006 à l'Organisation des Nations Unies, n'est qu'une organisation normalement qui est prestataire de services. Elle est dotée de confortables moyens financiers et matériels, et c'est surtout elle qui coordonne les différents efforts intergouvernementaux destinés à réguler les migrations à l'échelle globale. Et dans ce cadre, les autres acteurs et les agences onusiens sont relégués au second plan. Le pacte, d'ailleurs, que l'extrême droite va appeler le pacte de Marrakech pour dire c'est un pacte qui vient d'un pays musulman en faveur des migrants du Sud, mais qu'on va appeler le pacte global sur l'immigration, c'est un pacte d'ailleurs qui ne reprend même pas les principes inscrits dans la Convention internationale sur les droits des travailleurs migrants adoptée en 1990, dont le socle est pourtant minimaliste. Je vous rappelle que cette convention de 1990 est surtout signée et ratifiée par les pays d'origine des migrants, pas par les pays de destination. Je complète mon propos en vous disant que ce que j'appelle le management migratoire, c'est quelque chose qui renvoie donc pour moi, et c'est ça que je vous suggère de discuter, à une logique technocratique et managériale qui est largement imprégnée par le langage de la bonne gouvernance en matière migratoire. Et dans ce cadre, il est mis de l'avant que les migrations bien gérées seraient bénéfiques pour les différentes parties concernées. Et ce sont justement les programmes temporaires de travail qui sont vus comme une solution aux problèmes. Quand je parle de problèmes, je parle de sociologie des problèmes publics, je ne parle pas de problèmes en soi. Donc, qui sont vus comme une solution au programme de l'immigration irrégulière et bien entendu de tout ce spectacle autour du franchissement des frontières. Donc, il s'agit ici d'une nouvelle gestion. Le mot gestion, je n'emploie pas le mot politique, je ne parle pas de politique migratoire, je parle de management migratoire, avec sa forte part de dépolitisation qui va préconiser l'application au domaine public de critères qui sont initialement conçus pour le secteur privé et qui sont centrés sur le rapport coût-bénéfice. Et c'est là justement que va intervenir toute la redoutable idéologie de justification ou de légitimation de ces programmes en faisant prévaloir une hypothétique logique de gagnant-gagnant qui serait fondée sur les fonctionnalités positives de l'immigration à travers un rapport coût-bénéfice. Je suis même tenté de dire que le paradigme du management migratoire se vend même comme un modèle qui aurait pour vocation de concilier l'attention au cœur des orientations sécuritaires, utilitaires, mais qu'il serait capable de concilier ça avec le respect des droits humains. Le pacte prétend cela. Et les défenseurs au Canada de ce pacte, je pense que je vais me faire des ennemis en les nommant, mais je pense que des figures comme Louise Arbour, des figures comme François Crépeau sont d'éminents défenseurs de ce genre de pacte. Je pense que, par exemple, toutes sortes de dispositifs de contrôle à distance d'immigration, que ce soit à travers les mesures d'externalisation des frontières, les mesures d'extraterritorialisation dans les pays de départ ou dans les pays de transit, ce qu'on va appeler par exemple les hotspots, toutes ces mesures, ce dispositif à contrôle à distance des personnes migrantes vont se trouver souvent légitimés justement au nom de la mise en place de mesures d'assistance envers de vrais migrants qui auraient besoin dans les pays de transit de protection et qui autrement seraient captifs de routes dangereuses et qui seraient captifs de trafiquants et de passeurs. Pour simplifier, je dirais qu'on joue ici sur la distinction arbitraire entre vrais migrants et faux réfugiés. Mais quand on analyse cela de près, quand on se réfléchit à ça sérieusement, c'est ce que je fais dans le cadre de mes études universitaires actuellement, dans le cadre de mes recherches, quand on regarde de près, on voit bien que ce qui se joue dans ces mesures d'externalisation, c'est surtout la dilution des responsabilités étatiques par la neutralisation justement de la règle de droit, mais sans s'y opposer frontalement et explicitement à la règle de droit. On la neutralise en disant finalement qu'il y a une protection à apporter aux migrants qui sont sur le rite dangereuse. Donc il faut ordonner l'immigration de façon à ce que ce ne soit pas n'importe qui risque sa vie.
Je voudrais, pour préciser ma pensée, ajouter un autre élément de réflexion sur un autre registre argumentatif au cœur des choix, justement, prétendant concilier l'option pour un contrôle sélectif et sécuritaire avec le respect des droits des personnes migrantes. Je rappelle que les arguments en faveur de la sécurisation des migrations, de leur ordonnancement, ou de tout simplement en faveur donc des voies plus régulières d'entrée, sont rarement des discours qui sont hostiles aux droits ou qui visent explicitement à les secondariser. Objectivement, c'est ça que ça fait, mais ce n'est pas explicitement les discours qui sont préconisés par ces types d'organisations technocratiques, pas plus par les États. Surtout pas dans le régime libéral de type Justin Trudeau. Dès lors, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt d'attirer votre attention sur le fait que cette gestion harmonieuse, optant pour des migrations temporaires, c'est quelque chose qui ne doit pas nous faire perdre de vue qu'elle participe donc d'une stratification de la citoyenneté et bien entendu du régime de droit. Tout le nouveau référentiel qui est ici à l'œuvre, c'est quelque chose qui va s'inscrire dans le cadre plus large d'une sorte de modèle, d'une sortie du modèle du conflit, justement. Il ne s'agit plus de faire la guerre aux migrants, mais d'organiser une gestion harmonieuse des migrations. C'est moins l'affrontement qui va opérer, mais davantage une prétendue logique de triple intérêt des acteurs en cause, donc à savoir les pays d'accueil, le pays d'origine et la personne migrante. Tous ces différents acteurs devraient donc théoriquement profiter de cette gestion harmonieuse des migrations dans un rapport coût-bénéfice. Il va sans dire que cette prétention à la pacification est en réalité une illusion, car le coût social et politique de cette pacification est en grande partie lié aux limitations aux droits. Ce qu'apportent les analyses les plus averties sur ces questions, c'est justement de nous faire prendre conscience que le point principal à l'œuvre de ce raisonnement, c'est celui qui repose sur l'idée stipulant que les droits des travailleurs migrants ne devraient pas découler d'un standard juridique à vocation universelle, mais qu'ils devraient plutôt constituer une variable d'ajustement de la gestion des migrations qui se trouve corrélée donc à une multiplication des programmes et par voie de conséquence à une division des statuts. Je pense que dans le modèle ici en cause, on ne recherche plus tant à contenir ou à détruire les mouvements et forces migratoires, on tente plutôt de les contrôler, de les anticiper, de les surveiller, de les hiérarchiser, par voie de conséquence, donc de les gouverner et de les organiser. On agit donc sur l'environnement où les migrations se déploient. C'est ce qu'un spécialiste canadien très brillant sur ces questions, qui s'appelle William Walters, qui est à l'Université Carleton, va appeler des interventions de type environnemental. Il faut entendre par là un modèle de gestion qui agit sur l'environnement dans lequel sont pris les migrants. Il s'agit donc d'une action non pas sur les acteurs en jeu, mais sur leurs règles du jeu, justement. Pour ce faire, les organisations internationales estiment qu'il faut agir sur le cadre dans lequel les populations bougent, non pas directement sur leurs mouvements, mais pour certains mouvements, c'est-à-dire pour que chaque personne se déplace conformément aux résultats du calcul obtenu après une évaluation des coûts et des bénéfices. Donc, dans le modèle que j'essaye de décrire, la rationalité au cœur du management migratoire s'évertue donc à impulser chez les personnes migrantes elles-mêmes une sorte, on pourrait dire, de comportementalité fondée sur la logique du capital humain. Les personnes migrantes y sont vues comme des investisseurs actifs et responsables qui devraient pondérer les risques en gérant leur mobilité. Donc, le migrant est en quelque sorte sommé de performer sa mobilité dans les modalités d'un sujet entrepreneurial doté d'un capital à faire fructifier. Donc la vie sociale du migrant, pour échapper au risque, doit se mouvoir dans un jeu ayant la concurrence comme règle du jeu. Ce qui va surtout prévaloir, c'est la place prépondérante que va prendre le jeu de la norme sur celle de la règle de droit. Bien entendu, ce glissement va s'inscrire dans un cadre qui se combine avec l'émergence d'une catégorie importante d'acteurs. On y trouve des organisations comme l'OIM, l'OIT, des ONG, des think tanks, des centres de recherche académique, des consultants de toutes sortes. Et je pense que nous, qui avons à cœur la question du droit et la dimension politique des enjeux, nous avons le devoir de mieux comprendre la mutation vers ce cadre normatif fondé sur l'efficacité et la gestion dite harmonieuse des migrations. Cela tout simplement parce que ça a pour effet de raréfier l'énonciation du principe des droits. Ce à quoi donc nous assistons, on ne le répétera jamais suffisamment, c'est donc à une forme émergente de normativité qui tient relativement compte des droits, mais qui œuvre parallèlement à les reconfigurer dans une espèce de rationalité
néolibérale intrinsèque. Les libertés individuelles et les droits fondamentaux, c'est ce qui va faire l'effet de cette nouvelle hiérarchie institutionnelle et de l'oubli des logiques qui ont conduit aux grandes déclarations et aux pactes internationaux. J'aurais beaucoup à ajouter, mais je vois qu'elle veut que je conclue. Je dirais que le Canada est un acteur qui participe activement à cette mutation. Et l'un des points importants de cette mutation pour la mobilité, c'est justement la tradition canadienne qui veut que tout immigré soit reconnu comme un futur résident permanent ou un futur citoyen. C'est plus un principe de base au cœur des politiques canadiennes. Les politiques canadiennes ont toujours été utilitaristes, mais cet utilitarisme a été équilibré par le fait que tout migrant pouvait presque automatiquement accéder à la citoyenneté. Ça, c'est un principe qui ne va plus de soi. Donc, ce que je plaide, moi, pour ma part, c'est de dire qu'on doit collectivement prendre la mesure de ce tournant pour la mobilité, parce qu'une notion aussi chargée normativement doit être mieux interrogée, surtout en vue donc de saisir, à mon avis, toute l'idéologie sous-jacente et les processus sociaux qui lui sont associés. Voilà, je conclue là-dessus. Merci. Merci à l'ensemble des panélistes. Alors, évidemment, il y a beaucoup d'idées qui ont été mises en circulation. J'en ai identifié quelques-unes et comme on dispose d'une demi-heure et que vous êtes plutôt nombreux et nombreuses dans la salle, je vous demanderai donc d'être... bon, si c'est une question, vous pouvez avoir des questions ou des commentaires. Si c'est une question... ayez la gentillesse de préciser à qui elle s'adresse. Et si c'est un commentaire, vous n'avez pas besoin de faire ça. Aussi de vous limiter dans le temps. Il y a donc essayez de ramasser ça plus ou moins à l'intérieur de 2 minutes pour que plusieurs personnes puissent intervenir. Et et on va essayer de... Il y a Elisabeth qui va se promener avec le micro. La raison pour laquelle on vous demande de parler dans le micro, c'est pour la captation vidéo. Donc, on va essayer de privilégier aussi une certaine alternance homme-femme dans les prises de parole. Donc, il a été question du potentiel de l'interdépendance des droits, par ailleurs de l'agenda néolibéral qui menace les droits. On l'a vu très clairement dans la question du logement, mais aussi dans la logique managériale pour les phénomènes migratoires. Aussi l'idée de rappeler à l'État ses obligations en termes de droits, de penser une philosophie des droits qui ne mette pas au cœur de ces principes l'individuation libérale et la propriété privée. On a également abordé toute la question des droits comme porteurs de réformes non réformistes. Donc, je pense que ça donne l'occasion de réfléchir à toutes sortes de sujets. Alors, la parole est à vous. Vous levez la main et Elisabeth va se déplacer avec le micro. Je vais faire ça vite. En question de logement et aussi avec le point que tu as amené sur l'incarcération, moi, je suis témoin qu'il y a des gens en HLM, en loyer modique soutenu, qui sont pris là. Ils peuvent pas déménager. Donc, je considérerais les loyers à prix modique et toute cette forme d'habitation comme une sorte de ghettoisation et d'incarcération. Alors, je mettrais ça aussi dans tes critères. Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut prendre... On va peut-être prendre plusieurs questions avant de repasser la parole aux conférencières et conférenciers qui sont déjà intervenus. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Mohamed Azoun.
suis algérien. Je viens du Kazakhstan. Je vous pose un des droits fondamentaux. J'ai vécu le colonialisme, qui n'a pas réussi à atteindre cet état de fait défini par notre bien-aimé Abiy. Comment vous appelez? Pas votre nom, votre tribu. Oui. Le premier droit qu'un homme a, c'est le droit à la paix. Il faut qu'on apprenne ça à l'école et à tous les niveaux. Investir dans la guerre, comme ça se fait aujourd'hui, au Canada, il y a des gens qui sont aveugles. Ils n'ont pas étudié l'histoire. On ne peut pas mettre tout cet argent dans la guerre. Cet argent-là, il faut le mettre dans la paix. La paix, ça commence par le droit de ne pas être dans la rue. Ça fait mal de voir des jeunes dans les bouches de métro tout l'hiver à attendre. Ça fait 17 ans que je vis ici. Je vivais à l'est. Là, je suis un peu plus à l'ouest. Mais je vois la même chose. Donc, si on peut recadrer tous ces droits humains en classifiant la paix en haut, le reste viendra. Et je vous remercie pour votre bonne organisation. Il y a une personne devant. Elisabeth, Oui, il y a quelqu'un devant. Oui, j'aimerais vous entendre sur l'immigration temporaire, celle qui nous rend des services, mais qu'on accepte en autant que le service est offert. Puis après ça, on dit sans fournir de droits nécessairement. Donc, je pense par exemple aux immigrants agricoles. Je trouve qu'il y a comme une forme d'indécence, c'est-à-dire qu'on vous accepte en autant que vous nous rendez un service, vous faites des jobs qu'on ne peut pas faire nous-mêmes. Et c'est celle-là qui permet de nourrir la population. Fait que j'aimerais savoir votre opinion. Il y a deux personnes. Bonjour tout le monde et merci pour les intervenants. Premièrement, moi je veux dire, on peut être un peu, je ne vais pas dire fier, mais on a de la chance qu'on vit au Québec ou au Canada. On parle maintenant des droits. Il y a d'autres droits dans d'autres pays fondamentaux qu'on n'a même pas. Le droit d'expression, le droit de manifester. Ça, au moins, on a déjà même le droit à avoir passé en justice légalement, ou bien des gens qui sont incarcérés ou bien arrêtés avec des abus policiers ou bien de faux dossiers. Ça se trouve dans plusieurs pays, malheureusement. Donc, ça, c'est juste une remarque. Moi, je parle maintenant ce qui est de la Déclaration universelle des droits humains, donc le 10 décembre 1948. On trouve un certain nombre de droits pour des personnes. Et après, il y avait des pactes qui parlent des droits individuels. Donc, la question, est-ce qu'il y a une interdépendance entre ces droits des personnes et droits individuels? Et merci. Merci, monsieur.
Une dernière. Il y avait d'abord cette personne-là. Tu vas en prendre combien de questions? On va prendre les deux qui se sont manifestés, puis après, je pense qu'on va faire un tour de table inverse des conférenciers. Oui, bonjour. Ma question, c'est assez général. On a entendu on a entendu Justin Trudeau parler en anglais, the rule of law. À plusieurs reprises, il a utilisé cette phrase-là, the rule of law. Moi, je trouve qu'il y a des lois qui sont des mauvaises lois. Je trouve aussi que le système légal, il y a des problèmes systémiques dans la façon que notre système marche. Il y a des problèmes au niveau de procédures, etc. J'ai un bon mot ça a été inspiré par M. Trudeau. Et c'est en anglais parce que ça marche seulement en anglais. The rule of law is all well and good until it is neither well nor good. Alors, ma question, c'est que comment est-ce que les organismes comme la Ligue des droits peuvent changer le système, peuvent changer les procédures pour que finalement, the rule of law est all well and good. Petite question. Kwekwe, Pierre-Paul Nico Indichnikason, Manawan Notin, la nation Atikamekw. Mon nom, c'est Pierre-Paul Nicoué. Je suis membre de la Première Nation Atikamekw de la Manawan. Donc, j'ai décidé de venir ici parce que c'est une chose qui nous intéresse. Je suis membre d'une association qui s'appelle Awashuk. C'est un regroupement des familles familles autochtones qui ont eu des enfants disparus suite à une admission en établissement. Les disparitions ont eu lieu dans les années 40, 50, 60, 70, 80, même 90. Ce sont des enfants qui étaient malades puis qui étaient envoyés à l'extérieur de leur communauté sans accompagnement parental. Beaucoup ne sont pas revenus. On ne sait même pas où ils sont inhumés. Donc, ça, c'est le Awash. J'ai fait un peu d'études. Je sais qu'il y a eu une convention internationale sur les droits des enfants en 1959. Il y a eu d'autres rassemblements ou des conférences internationales. Puis il n'y avait pas d'Autochtones. C'était absent. Et vous dites que j'apprends que la Ligue des droits et libertés a 60 ans. On voudrait... on arrive. Vous avez 60 ans. On arrive avec cette lot de problèmes-là, de vécu, de souffrance. Comment on peut travailler ensemble et comment on peut penser que durant toutes ces années-là, même aux Nations Unies, partout où il n'y a même pas de siège de représentants autochtones, puis j'ai étudié quand même un peu le droit international, mais je me pose beaucoup de questions et je me dis que les réponses, ils sont dans l'action. Donc, je veux faire de l'action pour les enfants disparus avec ceux qui militent pour la reconnaissance et le respect des droits humains, parce qu'on parle des plus vulnérables dans la famille humaine, des enfants. Miigwech. Merci. Alors, je vais passer la parole aux intervenants qui en profiteront aussi pour répondre aux questions qui leur ont été adressées dans l'ordre inverse où ils sont intervenus. Donc, ça serait Mouloud en premier.
On se connaît, donc je peux tutoyer, tu permets. Oui, tu posais la question des programmes temporaires, des travailleurs agricoles sur lesquels tu as pointé. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux ajouter à ce que tu sais déjà et à ce que j'ai dit, sinon de dire que dans les débats publics, quand l'immigration est posée comme un problème, quand on analyse de près, on voit bien que ce n'est pas les programmes publics, c'est pas les programmes temporaires de travail qui sont vus comme un problème au sens de la construction des problèmes tels que cela se fait dans les discours publics par nos politiciens. C'est ce type de programmes, ils sont largement justifiés, ils sont largement appréciés par le fait que les personnes circulent, par le fait que les charges sociales sont minimales, par le fait qu'ils retournent dans leur pays d'origine. Donc, j'ai pas vraiment beaucoup de choses à dire, sinon de dire que ce sont des programmes, surtout dans le cas des programmes temporaires agricoles saisonniers, le PTAS, c'est des permis nominatifs, pas de possibilité de changer d'employeur, c'est presque du travail non libre. On parle souvent de précarité, mais quand on observe de près, il y a plus que de la précarité, il y a de l'exploitation. Ce que je pourrais dire, c'est que j'ai un ami qui travaille ces questions-là de façon assez originale, qui est un anthropologue d'origine italienne, napolitain, qui s'appelle Luciuca Stracani, qui a publié un livre qui s'appelle « Ils viennent pour travailler » aux presses de l'Université Laval. Ce qui montre finalement dans ce livre, c'est que la logique qui consiste à ramener des travailleurs ici, au fond, c'est une logique qui est le contraire de la logique de délocalisation qui prévaut dans la mondialisation, puisqu'on ne peut pas exporter nos champs à l'extérieur, on fait de la délocalisation inversée. Donc on va aller ramener des travailleurs, mais dans des contrats tout à fait précaires, des contrats inégaux, et tout ce que vous voulez. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que dans la logique gagnant-gagnant qui est censée opérer dans le cadre de ces programmes, lui, il a fait de l'ethnographie, il est parti travailler dans le cadre de dans certaines fermes. Ce qu'il a observé, c'est que certains travailleurs qui sont dans des programmes temporaires de travail, donc qui sont là en toute légalité, des fois, certains d'entre eux, ils vont préférer rentrer dans l'illégalité parce qu'ils estiment que les dimensions trop coercitives de ces programmes sont beaucoup trop limitatives par rapport à certains désirs qu'ils ont. Il y en a qui vont quitter ces programmes qui sont pourtant dans la légalité, ils vont retourner dans l'illégalité aux États-Unis pour toutes sortes de raisons, parce qu'ils veulent vivre proche de leur famille, parce qu'ils veulent faire d'autres types de travail, ils veulent accéder à la ville, ils ne veulent pas être confinés au champ. Ce que j'essaye de vous dire par là, c'est quand on s'intéresse à ces logiques de fuite, à ces logiques de désertion, qui sont surtout très documentées par les anthropologues qui s'intéressent à ces questions-là, on voit très bien finalement que ces programmes temporaires de travail, par leur dimension coercitive, il y a des gens qui viennent légalement, mais c'est une légalité tellement contrainte qu'il y a plus de possibilités de liberté dans les régularités. Je suis donc tenté de dire ici, dans le prolongement des réflexions qui sont celles de Nicolas Di Genova dans cette publication, il m'a accordé un entretien, je dirais donc que la dimension très coercitive des programmes temporaires de travail a pour vocation de produire une production légale de l'illégalité. C'est une illégalité qui est produite par la dimension trop coercitive et limitative de la nature des programmes. Donc, il faut complexifier le rapport entre légalité et illégalité pour voir comment l'illégalité est produite par... vous avez compris le propos, mais là, elle me stresse. Bon, l'objectif n'était pas de te stresser, Mouloud, mais d'accorder de la parole à tout le monde. Donc, la prochaine personne qui va intervenir, c'est Delphine. Je pense que je vais être en mesure de compenser. Donc, j'ai peut-être pour rebondir sur les HLM, je pense que ce que vous exprimez traduit vraiment la logique de la carcéralité comme en fait comme une logique diffuse qui va comment dire, pénétrer plusieurs espaces sociaux. Et puis, ça me fait penser au livre de Ted Rutland et de Maxime Aurélien qui vient de paraître, là, qui s'appelle « Il fallait bien se défendre », qui fait l'histoire du premier gang de rue haïtien à Montréal, les Bélangers, et où Maxime Aurélien raconte comment on reproche souvent aux communautés culturelles de vivre dans des ghettos sans tenir compte justement de quel déni de droit
sont à la source de cette ghettoisation-là et donc de la discrimination dans la recherche de logement qui va faire en sorte qu'on ne peut pas se loger à un endroit, des prix des logements et qui donc conduit des communautés à être forcées à se loger dans certains espaces et donc dans pas d'autres. Mais c'est essentiellement la seule chose que j'ajouterais. Je vais essayer de faire ça rapidement. Sur la question des travailleurs migrants, une des composantes à laquelle on ne pense pas, c'est que souvent, c'est des travailleurs autochtones de d'autres pays qui viennent ici. Des Guatémaltèques, des Mexicains, des Honduriens, c'est souvent des peuples descendants de différentes communautés, souvent mayas. Et qu'on ne se rappelle pas qu'on avait des routes migratoires chez les peuples autochtones, qu'on avait des traités, et on ne reconnaît pas justement cette migration-là qui existait avant la colonisation des Premières Nations. Miigwech, M. Nikwid, d'avoir apporté le sujet des enfants disparus dans les centres hospitaliers, puis à votre question de savoir comment on fait maintenant pour travailler ensemble, bien, je pense qu'il faut que les organisations comme la Ligue, comme peut-être les organisations aussi, par exemple des organisations féministes, doivent être capables de prendre conscience de leurs propres biais qui peuvent être raciales. Je pense à des féministes autochtones à Anishinaabe. Je viens de Val-d'Or, donc c'est sûr que mes exemples qui me viennent en tête plus facilement, quand j'étais député, bon, ben, je rencontrais des féministes Anishinaabe puis des groupes féministes non autochtones, et ils m'expliquaient justement la difficulté à avoir des relations ensemble du fait que on ne comprenait pas chez les féministes non autochtones, la philosophie des féministes Anishinaabe de vouloir inclure les hommes dans la solution. Donc, je pense qu'il est important que pour les organismes de défense des droits, comme les syndicats, c'est un gros morceau aussi. On a de la misère à voir notre propre biais racial, entre autres envers les Noirs ou les Autochtones, dans des syndicats qui sont là pour défendre les droits humains. Par la suite, je vais terminer là-dessus, the rule of law, comment on peut changer ça? Bien, je pense qu'idéalement, moi je suis un pelletenuage, mais bon, les pelletenuages nous permettent de voir le soleil, à ce qu'on dit. Il faudrait peut-être en arriver à une refonte constitutionnelle. Parce que si on pense à the rule of law, dans une grande majorité des cas, on va utiliser cette règle-là pour appliquer la violence légitime de l'État contre des manifestants autochtones qui défendent leur territoire. Je pense, j'ai cet exemple-là en tête. Donc, il serait intéressant qu'avec une nouvelle constitution, on puisse se débarrasser de la monarchie. Je pense que ça serait déjà de passer d'une délégation de pouvoir à un partage du pouvoir. Serait déjà un premier élément. De faire une place au peuple autochtone comme ordre de gouvernement légitime serait un autre élément intéressant. Et d'avoir quelque chose, un texte préambulaire dans une nouvelle constitution qui dirait que les décisions devraient se faire sous l'égide du SEC. Donc, on amène la philosophie des Premières Nations, des peuples autochtones dans une nouvelle constitution, on essaie d'avoir en pensée les 7 prochaines générations et qu'on doit prendre en compte le fait qu'on est des habitants de cette terre-là. Donc, ça pourrait être un élément de réponse à cette question-là, mais bon, c'est un programme ambitieux. Je vais revenir aussi sur la question des HLM, même si Delphine a répondu, puis je suis d'accord avec ce qu'elle a dit, mais j'ajouterais sur le fait que c'est un bon exemple de l'importance de ne pas laisser les personnes dont les droits sont finalement niés seuls à défendre leurs droits. L'exemple des HLM, pourquoi, dans le fond, présentement, certaines personnes n'y sont pas bien, c'est notamment parce que les premiers HLM qui ont été développés l'ont été de façon très top-down, que la population n'a pas été impliquée, d'une part, et d'autre part, c'est que, dans le fond, plusieurs sont en mauvais état parce qu'on n'y a pas investi pendant plusieurs années.
Et je voudrais qu'au Frappru, on a revendiqué pendant des années que le gouvernement fédéral assume ses responsabilités dans le financement de ces logements-là, notamment. Mais si les HLM sont dans un tel état aujourd'hui, c'est parce que les gouvernements n'y ont pas investi et que peut-être, finalement, il n'y a pas eu une mobilisation très, très large, finalement, pour que le financement de ces immeubles-là se fasse et que des gens y aient des conditions de vie décentes. Donc, c'est une bonne illustration d'un point que je n'ai pas pu le temps d'amener tout à l'heure en conclusion sur l'importance, finalement, dans les luttes, finalement, autour des droits humains, de pas... une des raisons supplémentaires de lutter pour l'ensemble des droits, c'est de ne pas laisser les gens dont les droits sont niés seuls, finalement, face à ces droits-là, et de ne pas laisser non plus les groupes de défense collective des droits, souvent des organismes communautaires dont nous sommes, le Frappru, nous et nos membres, seuls à défendre un droit. Donc, voilà. Et j'en rajouterai pas, mais j'ai envie d'utiliser l'occasion, finalement, pour dire un mot sur les politiques sociales et les programmes sociaux. Parce que les HLM au Québec sont quand même une bonne illustration de droits que les locataires ont acquis, notamment le droit d'association. C'est un des rares États où il y a des comités consultatifs de résidents et résidentes qui ont été gagnés par les résidents et résidentes de HLM, où il y a des associations de locataires qui sont financées. Et actuellement, avec la nouvelle façon de faire du gouvernement québécois au niveau du logement social, où on veut privatiser carrément des programmes de logements sociaux, bien, c'est ce genre de droit-là, finalement, aussi qui est menacé, parce que si, finalement, ce ne sont plus des institutions publiques, mais le privé, finalement, qui va développer des logements dits abordables, dont certains pourront profiter à des ménages à faible revenu, c'est pas du tout le même type, finalement, de milieu de vie, ni de protection qui vient avec ces politiques. Donc, loin de moi l'idée de défendre, finalement, des lieux insalubres, mais c'est une illustration de où on peut arriver quand l'État, finalement, ne finance pas suffisamment des politiques sociales, et plus largement, peut-être même d'avoir des politiques qui sont clairement basées sur la reconnaissance des droits, comme on le demande au niveau du logement. Si c'est le respect des droits, finalement, qui sont à la base de politiques publiques, bien, ça nous donne une lecture commune pour pouvoir avoir, finalement, des interventions à court, moyen et long terme qui vont nous assurer que ce qu'on développe, notamment aujourd'hui, va pouvoir va demeurer, finalement, pérenne. Donc, voilà. La vérité, c'est que j'ai pas beaucoup à ajouter, d'autant que les choses que j'avais ajoutées ont été dites par des personnes avant moi. Peut-être un mot sur le rule of law et dans l'exposition, et la question autochtone aussi. Dans l'exposition, il y a plusieurs exemples d'intervention du gouvernement fédéral, entre autres à la Restigouche, où finalement, au nom de la préservation de l'ordre, de la sécurité, on intervient dans les communautés autochtones, alors qu'à la base, les droits qui sont en cause sont des droits ancestraux, les droits de pêche, les droits de chasse, etc. Donc, au nom de la préservation de l'ordre, on viole des droits qui sont en dehors du champ des droits individuels, mais qui relèvent de droits collectifs. Et je pense qu'un des éléments, la Ligue a été impliquée depuis les années fin des années 70. Ils ont créé un comité d'appui aux nations autochtones, et il y avait vraiment une volonté d'aller dans les communautés et d'instaurer un dialogue de nation en nation. Et là, je pense que ça, c'est vraiment la prémisse de sortir de l'idée de défense de droits individuels pour entrer vraiment dans une logique de droit à l'autodétermination des peuples. Et donc, on a des images aussi dans l'exposition de manifestations pour le droit des peuples autochtones, tout en étant attentif aussi aux violations de droits qui sont commises, violations des libertés civiles, des droits juridiques, du droit à la vie, etc. Et là, on a un autre exemple avec le rôle qu'a joué la Fédération internationale des droits de l'homme en 1990 pendant la crise d'Oka, où finalement, la FIDH et la Ligue des droits ont joué un rôle d'observateur et un rapport de dénonciation aussi des violations de droits commises sur les territoires du peuple Kanien'kehá:ka. Donc, c'est des lieux d'alliance, mais effectivement, c'est un enjeu qui est complexe. Alors, il me reste à remercier l'ensemble des conférencières et conférenciers. Alors, je pense que...
On n'a évidemment pas toutes les réponses aux questions qu'on posait, mais on a du matériel pour continuer à y réfléchir. C'est ce qui est important. On pourra se retrouver à d'autres occasions. Donc, je vous remercie également d'avoir été là et je remercie encore une fois le musée de nous avoir prêté ses locaux. Alors, bonne soirée à tout le monde. Merci. Et un petit moment, j'aimerais remercier aussi les organisateurs de la conférence, alors Diane Lamoureux et Paul-Étienne Rainville. Merci beaucoup.